Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Big Pop Culture Time. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisqu'on va parler de Netflix. Depuis sa création en 1997, la société Netflix a pris une telle ampleur qu'une vidéo de 6 minutes ou même de 10 minutes ne suffirait pas à la présenter et à l'analyser. Car oui, contrairement à ce que certains peuvent penser, Netflix n'a pas toujours été une plateforme de streaming à la demande. Et elle date déjà d'une vingtaine d'années. Je vais donc essayer de vous raconter en première partie en voix off l'histoire de Netflix, puis on va essayer de l'analyser ensemble pour finir sur le futur de l'entreprise et notamment du marché du streaming vidéo. On se lance pour la première partie et Netflix fut. Reed Hastings n'a que 21 ans quand il fonde Pure Software, qui était un logiciel ayant pour but de faciliter l'utilisation d'Unix. C'était un système d'exploitation au même titre que Windows aujourd'hui. Quelques années plus tard, le jeune créateur touchera alors 75 millions de dollars générés par la vente de la firme. Nous sommes alors en 1996. C'est cette même année que l'idée de Netflix va germer dans la tête du jeune millionnaire. Un soir comme un autre, Hastings se rend compte qu'il a perdu le DVD du film Apollo 13 emprunté 6 semaines auparavant à un locataire de DVD. Il se voit alors dans l'obligation de verser 40 $ de dédommagement, ce qui l'embête énormément et le pousse à penser à une solution. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'anecdote changea quelque peu au cours du temps. En effet, à la base, il désignait clairement la société Blockbuster comme étant le locataire du DVD à qui il a dû donner les 40 $. Blockbuster qui était son concurrent numéro 1 à ce moment-là. Donc après un petit tour devant la justice, le créateur de Netflix se ravisa et son anecdote ne mentionne aujourd'hui non plus Blockbuster, mais un petit locataire de DVD qui aurait fermé depuis. Bref, une idée de projet fou vient de naître dans la tête de l'entrepreneur de 37 ans. Alors que le marché de la location de films est en déclin, il préfère faire le pari du DVD à la place des VHS encore majoritaires à l'époque et de la plateforme en ligne pour lancer son nouveau business de location. Ainsi, avec l'aide de son ami Mark Randolph, il crée Netflix. Le principe est aussi simple qu'ambitieux. Le client a accès à tous les films d'un catalogue en ligne. Une fois qu'il a choisi son film, il le reçoit par la poste et le renvoie une fois visionné. Il peut aussi, s'il le souhaite, le garder et payer un supplément pour l'acheter. Les geeks s'emparent alors de cette nouvelle opportunité, le plus souvent même pour acheter des DVD plus que les louer. Seulement, la position de la société reste très marginale et peine à sortir de sa région natale de San Francisco. Pour pallier à ce problème, Netflix distribue des coupons de réduction ou des locations gratuites avec les lecteurs DVD vendus en magasin qui s'installent de plus en plus dans les ménages. Mais alors que le succès commence à pointer le bout de son nez, le principal problème rencontré par les vidéoclubs apparaît. Les films les plus demandés sont rarement disponibles. Et selon moi, c'est ici que Reed Hastings lance une véritable révolution en créant le Cinematch. C'est un algorithme qui permet de suggérer des locations de DVD disponibles en fonction des goûts de chaque client et de la disponibilité des DVD. Cette nouveauté sera accompagnée d'une seconde, probablement tout aussi importante, l'abonnement mensuel au forfait. Pour 20 $ par mois, Netflix permet de louer 3 DVD en permanence aussi longtemps que l'utilisateur le souhaite. Seulement, le modèle économique est moyennement stable, pour ne pas dire carrément bancal. En septembre 2001, très belle année, Netflix est au dos du mur et se retrouve forcé à licencier 40% de ses salariés. En faisant des efforts considérables, l'entreprise deviendra enfin rentable en 2003, en passant le million d'abonnés, un an après être entré en bourse. S'ensuivra une bataille féroce contre son concurrent Blockbuster qui poussera ce dernier à la faillite en 2010. Netflix sent la mode des DVD toucher à sa fin et décide de lancer sa plateforme de streaming en 2007, directement en concurrence avec iTunes. La suite, on la connaît. Grâce à des succès comme House of Cards ou encore Orange is the New Black, Netflix deviendra très vite la première plateforme de streaming aux États-Unis, puis dans le monde. Lui, c'est Jean. Il vient de découvrir Netflix et c'est exactement ce qu'il attendait. En fait, c'est ce qu'on attendait tous. Pouvoir regarder autant de séries et de films sur tous nos écrans hyper facilement. Tout pour vibrer, quoi. Reed Hastings n'hésitant pas à sortir le portefeuille pour avoir les meilleurs films et séries sur son catalogue. Maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir attaquer le vif du sujet et tenter d'expliquer comment le Netflix que l'on connaît aujourd'hui a réussi à prospérer. En effet,
comment comprendre qu'un simple site ait pu devenir aussi populaire et culte en l'espace de quelques années? Pour cette partie d'analyse, on va tenter d'expliquer le phénomène Netflix à travers deux axes majeurs. Le service proposé et le marketing qui l'entoure, avec pour finir une petite notion philosophique comme d'habitude dans mes vidéos. Parce qu'on résume souvent l'entreprise à une simple plateforme de streaming, mais pour moi, elle est déjà bien plus que ça. Elle ne se contente pas de proposer un catalogue de films et de séries issus de boîtes de production, mais elle produit elle-même du contenu. Et si cela peut paraître anecdotique, je pense en fait que ça fait une grande partie du succès de Netflix. Pourquoi? Parce que ça leur permet d'avoir l'entière exclusivité sur le contenu qu'ils proposent. Les contenus provenant d'autres sociétés de production peuvent être consommés autrement, que ce soit en DVD, au cinéma, ou même diffusés à la télé parfois. Le contrôle total que Netflix a sur ses contenus lui permet de concentrer des exclusivités. Si vous voulez regarder Stranger Things, vous êtes obligé d'avoir un compte Netflix. Si vous voulez le regarder légalement, évidemment. Pareil pour des films même reconnus et récompensés, comme Roma. C'est d'ailleurs une partie du débat qui fait rage entre l'entreprise et le Festival de Cannes. Le dernier estimant qu'il ne peut pas primer des films qui ne sont pas sortis en salle. Et de son côté, Netflix a tout intérêt à limiter, si ce n'est annuler, la sortie de ces films en salle. Tout simplement pour attirer le public vers l'abonnement. Le service de la plateforme de streaming est alors quasiment obligatoire pour chaque cinéphile ou sériephile qui voudrait avoir une sorte d'exhaustivité, ou en tout cas avoir accès même à du contenu de plutôt bonne qualité. I've noticed you're pretending to masturbate, and I was wondering if you wanted to talk about it. Oh, I wish my mom was a sex guru. So, why don't you start by telling me your earliest memory of your scrotum? Trust me, you don't. Effectivement, j'ai regardé pas mal de séries Netflix, et si j'ai rarement été époustouflé, c'est quand même globalement de plutôt bonne facture. Mais d'ailleurs, comment sont faites les films et surtout les séries Netflix? Pour les films, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est souvent des projets qui ont été laissés par des sociétés de production et que Netflix a ensuite repris. Pour les séries, c'est un petit peu différent. Parce qu'en réalité, Netflix a pas mal usé d'un algorithme pour écrire ses débuts de série. Et oui, les machines qui créent, on y est presque. Un peu plus tôt, je vous ai parlé de Cinematch, l'algorithme qui permettait de proposer des œuvres aux consommateurs, en fonction de leur goût. Et bien, au moment de créer ses propres séries, Reed Hastings a eu l'idée de l'utiliser comme outil de création. Ainsi, l'algorithme fera ressortir un genre, le lira avec un acteur et même un réalisateur. Drame politique, Kevin Spacey et David Fincher. Et oui, vous obtenez alors House of Cards, le premier gros succès de la plateforme. La question de la liberté artistique se pose alors. Est-ce aussi l'algorithme qui a choisi les scénarios de Stranger Things ou Orange is the New Black? Qu'en est-il du métier de scénariste? Où est passée la part de prise de risque qui est si importante dans l'art? Netflix a opté pour un service en béton armé, évitant toute possible catastrophe. Leur série ne révolutionne quasiment jamais le genre? Pas grave, au moins elles plaisent au plus grand nombre. Et même si ça peut passer pour une critique acerbe, il n'en est rien. Il est effectivement plaisant de regarder des séries conventionnelles même si elles ne vont pas au-delà de l'attente des spectateurs. De plus, on peut espérer une évolution dans la manière dont Netflix crée ses séries grâce aux matelas confortables qu'ils se sont créés depuis ces dernières années. C'est notamment remarquable avec des séries comme Maniac, qui ont dû coûter quand même assez cher pour finalement pas un très grand succès, et c'était à mon avis pas attendu comme un très grand succès par Netflix. Donc voilà, c'est quelques prises de risques qui sont aussi à saluer. This is some multi-reality brain magic shit. I don't know what's real and what's not. Mais si Netflix a réussi à prendre cette ampleur et cette dimension, c'est grâce à son service, mais pas que. En effet, le marketing a permis l'implantation du géant américain dans l'inconscient collectif. Aujourd'hui, tout le monde connaît Netflix. Parce que la plateforme ayant été une des premières à proposer ce service de consommation de films et séries, comment ont-ils fait pour faire adhérer le public à cette nouvelle consommation? Eh ben, en réalité, Netflix a usé de différentes stratégies selon le pays où il s'implantait. C'est assez marquant si on compare les États-Unis et la France. En France, Netflix n'était pas du tout connu du grand public avant 2014. Pour pallier à cela, la plateforme a dû lancer une campagne de marketing sur son nom pour l'implanter dans la conscience collective. Et a d'ailleurs plutôt très bien réussi. Aux États-Unis, comme on l'a vu, la marque est populaire depuis le début des années 2000. La communication était alors beaucoup plus resserrée sur le contenu. Mais parmi les campagnes que vous venez de voir,
Rien ne vous choque? À aucun moment il n'est question de prix, de l'abonnement ou même d'accessibilité. Netflix ne semble pas pousser à l'abonnement et ne met même pas en avant son prix qui est pourtant très faible. Pour moi, on peut l'expliquer par deux raisons. Tout d'abord, car Netflix est devenu tellement populaire tellement vite que tout le monde connaît à peu près le prix de l'abonnement qui tourne autour de 10 €. Mais on peut aussi voir ça comme une manière pour la plateforme d'accentuer cette quasi-gratuité en fait. En effet, lorsque l'on regarde une bande-annonce pour un contenu Netflix, il n'est nullement mention de son prix, introduisant une sorte d'idée de gratuité dans la tête du consommateur, qui, ne voyant pas de prix, se dit bah en fait ce contenu est accessible, je peux l'avoir. Et pour renforcer encore plus cela et faire grandir ce désir d'avoir Netflix chez le consommateur, Netflix se positionne aussi sur l'exhaustivité. Maintenant, à chaque fois que je conseille un film ou une série à quelqu'un, la première question qui lui vient, c'est est-ce que c'est sur Netflix? Alors que pourtant, si on regarde parmi les films les plus populaires, le nombre de films disponibles sur Netflix est ridicule. Et cette impression d'exhaustivité, selon moi, elle vient à la fois par les gros coups de com' que fait Netflix lorsqu'ils annoncent chaque mois toutes les séries qui vont sortir, et aussi par le fait de sortir tous les épisodes d'un coup. Ceci est un message officiel du Stan, le service des titres qui arrive sur Netflix. Désormais, chaque mois, le Stan sera là pour te rappeler ce qu'il ne faut pas manquer sur Netflix, parce qu'on sait que ça fait pas de mal de répéter les choses plusieurs fois. C'est quelque chose que je trouve très intelligent, parce que ça permet de créer un buzz bien plus que si ce n'était qu'un épisode. Quand il y a d'un seul coup une saison entière qui sort, les gens en parleront bien plus que si ce n'est qu'un épisode. Et cela le fera évidemment ressortir sur les réseaux sociaux par exemple, où très souvent on les voit en tendance sur Twitter ou même sur YouTube. De plus, ça a relancé le concept du binge-watching, qui consiste à regarder tout d'un coup. Alors que quand on doit attendre une semaine entre chaque épisode, on a plus de chances de lâcher en plein milieu de la série. Alors que quand il suffit d'attendre 5 secondes pour passer au prochain épisode, on devient beaucoup plus vite accro. Grâce à ce sentiment de quasi-gratuité et de quasi-exhaustivité, le consommateur a toujours l'impression d'en avoir pour son argent. Et ce qui est probablement le cas, mais en tout cas, il a forcément cette impression. Donc voilà, la communication de Netflix repose sur l'exhaustivité et la quasi-gratuité. Et pourtant, il ne possède aucun des deux. Et c'est ça qui est très fort, c'est que dans notre inconscient collectif, Netflix a l'air quasiment gratuit et il y a tellement de choses qu'on a l'impression qu'il y a tout. Alors que ce n'est clairement pas le cas. Ensuite, après avoir convaincu assez de personnes de souscrire à un abonnement, le reste se fait tout seul. Effectivement, selon René Girard, on vit dans une société où le mimétisme est très important. Ce qui signifie que quelque chose est désirable si beaucoup de personnes qui nous entourent le possèdent. Il y a des tentatives d'explication scientifique à cela, notamment des neurones miroirs qu'on aurait et qui nous permettraient aussi de lire dans les émotions des individus en face de nous. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Netflix est en pleine phase où de plus en plus de gens s'abonnent, car de plus en plus de gens s'abonnent. C'est un petit peu exponentiel. Nous avons donc vu le passé et le présent de Netflix. Qu'en sera-t-il du futur? On le voit depuis 2-3 ans, de plus en plus de concurrents s'installent sur le marché du streaming. Il y a déjà Amazon avec Prime Video et même Canal+, qui vient de lancer un bouquet série à 6 € par mois sans engagement. Pourtant, on les voit mal concurrencer Netflix et leur implantation en France risque d'être compliquée. Le vrai problème avec les lancements de streaming est celui des plateformes liées à des studios de production. En effet, cela poussera les studios à retirer leur production de Netflix, ce qui dispersera les œuvres et poussera au streaming illégal. Mais si on regarde plus loin, je ne vois aucune de ces plateformes concurrencer Netflix, et je les vois donc fermer leurs portes assez rapidement. Toutes, sauf Disney+, qui doit vraiment être pris au sérieux. Imaginez tout le catalogue Disney, ou en tout cas une majeure partie, qui est encore plus immense depuis le rachat de la Fox, pour seulement 10 € par mois. N'importe quel parent l'achèterait sans hésiter, encore plus que Netflix. Reste à voir les modalités de l'offre proposée par Disney, mais quand on voit en plus les exclusivités, de quoi faire peur aux géants actuels. Et enfin, pour ce qui est du futur, j'aimerais parler avec vous de la probable disparition des salles de cinéma pour les prochaines années. Effectivement, comme certains spécialistes du cinéma ou des gens au Festival de Cannes essayent de nous le faire comprendre, le cinéma pourrait disparaître à cause de Netflix. Puisque les films ne sortent plus en salle, les gens ne vont plus en salle et préfèrent juste rester chez eux, regarder un film. Eh bien, personnellement, je suis complètement opposé à ce point de vue. Pour moi, c'est totalement différent. Aller voir un film en salle et voir un film chez soi, ce n'est vraiment pas la même expérience et je ne vais pas rechercher la même chose. Il m'arrive, car j'ai la chance d'habiter près de Paris, aussi d'aller revoir des vieux films en salle. Et c'est la meilleure chose que je puisse faire, et qu'on puisse faire même, je pense, pour apprécier un film. Car oui, je suis d'accord avec eux d'un côté. Un film, c'est quand même beaucoup plus appréciable dans une salle de cinéma. Donc je suis partagé parce que je ne crois pas à la disparition du cinéma et des salles de cinéma en l'état actuel. Et à la fois, il n'y a pas à dire, le cinéma, c'est quand même cool,
Et c'est encore plus cool dans des fauteuils confortables, dans le silence, dans le noir, avec un grand écran et des haut-parleurs de qualité. Mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Comment vous regardez vos films? Est-ce que vraiment vous avez arrêté d'aller au cinéma? Est-ce que l'arrivée de nouvelles plateformes de streaming vous pousseront peut-être vers le téléchargement illégal? Dites-moi vraiment tout ce que vous en pensez, ce que vous pensez de Netflix, du futur, de son passé, et même selon vous, pourquoi Netflix cartonne autant. Comme d'habitude, je tenterai de vous lire tous, j'essaierai de vous répondre au maximum dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner, elle m'a pris beaucoup de temps à faire. J'espère que vous avez apprécié, on se retrouve dimanche 15 h pour une prochaine vidéo, probablement sur des rappeurs. Ciao! I'm on a Netflix trip here